Cette semaine, je vous emmène chez un artisan coutelier, Pierre Lebrun, qui fabrique entièrement ses couteaux à la main de façon très traditionnelle. Il va nous montrer quelques étapes de fabrication pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, de la forge jusqu'au couteau final. Je suis là pour une journée avec lui. Avant ça, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Sauvage. Continuez à vous abonner, commenter, même si je ne réponds pas systématiquement à tous les commentaires, sachez que je les lis tous. Donc continuez à le faire, vous savez, c'est extrêmement important pour le référencement. Pierre, je suis venu te voir parce que j'avais envie d'un vrai couteau de cuisine, un vrai couteau de cuisine français. Alors c'est pas juste fait en France, mais un couteau qui a une histoire. Il me semble que c'est justement quelque chose que tu as remis à l'ordre du jour. Est-ce que tu peux nous montrer, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de tes couteaux ? En fait, moi j'ai commencé la coutellerie il y a assez longtemps, déjà plus de 10 ans. Et quand je me suis installé ici, dans la cuisine de la maison dans laquelle on vivait, il y avait un couteau de cuisine, celui-ci exactement, c'est ce modèle, qui était accroché ou qui traînait dans un tiroir, je sais plus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Parce qu'il y avait plein de choses, je fabriquais déjà des couteaux à ce moment-là, mais il y avait plein de choses que je comprenais pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui connaissaient ces couteaux-là et qui m'ont expliqué ce que c'était. Et donc ça, c'est typiquement un couteau chef des années 1900-1920, entièrement forgé, avec la particularité d'avoir le dos de la lame épais au début, puis très fin, et un tranchant qui est capable de tailler des os, par exemple, sur les grands couteaux comme celui-ci, qui est capable d'émincer et qui est capable de couper très finement des légumes avec le reste de la lame, la partie la plus fine ici. En plus de ça, on a des manches avec une virole qui vient cercler le bout de bois pour pas qu'il puisse se casser si jamais le bois vient fondre dans le temps. On a des manches avec un bec de corbin ici, donc qui permettent de retenir la main. Et en fait, ces couteaux-là étaient très appréciés des chefs cuisiniers jusque dans les années 1930, 1940, 1950. Ils ont tout doucement disparu avec l'industrialisation de la coutellerie pour être remplacés par des couteaux qui ont des formes similaires mais qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Et en fait, moi, c'était une révélation. Je me suis dit, ok, il faut que je refasse la même chose. Donc il faut que je les refasse avec les mêmes méthodes, avec le même matériel, avec le même état d'esprit que les couteliers de l'époque. Du coup, t'es parti d'où ? Je suis parti de rien du tout, puisque j'avais aucune formation vraiment précise en coutellerie traditionnelle, puisque plus personne ne fabrique ces couteaux aujourd'hui. Donc j'ai lu beaucoup un ouvrage qui s'appelle L'Art du coutelier, qui a été écrit par Jean-Jacques Perret, qui était coutelier du roi en 1770. Alors Perret ne fabriquait pas des couteaux comme ceux-là, par contre les méthodes étaient similaires. Et donc du coup ça m'a permis de pouvoir acquérir du matériel ancien, de le restaurer, de comprendre l'état d'esprit des couteliers, de comprendre comment on donnait la coupe, parce que la première chose et la chose primordiale sur ces couteaux-là en particulier, c'est vraiment le tranchant. Et tout doucement, en faisant, en réessayant, en essayant de comprendre, en discutant avec un bon ami aussi que je salue, qui s'appelle Bertrand Ponce, qui m'a donné énormément de conseils et qui m'a vraiment beaucoup aidé pour en arriver où je suis maintenant, j'ai tranquillement réussi à fabriquer ce type de couteaux, qui sont très proches des couteaux de chefs français des années 20, et en plus à les fabriquer avec les mêmes méthodes de fabrication. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel tu tenais ? C'est indispensable, on ne peut pas fabriquer ces couteaux-là si on n'utilise pas les méthodes de l'époque. Sinon, on aura peut-être visuellement quelque chose de cohérent, mais à la coupe, on aura quelque chose de différent. Et la particularité de ces couteaux, il n'y a pas que l'aspect esthétique, il y a vraiment une sensation de coupe très spécifique. Ça, c'est dû quoi, à la forge ? C'est dû à la forge, c'est dû au coutelier. C'est lui qui donne la forme, l'acier sur le marteau avec l'enclume et avec la forge qui va chauffer l'acier. C'est lui qui va aussi travailler la lame à la meule à eau, c'est lui qui va la tremper, c'est lui qui va fabriquer le manche. Et en fait, tout ça, ça passe par l'artisan en lui-même et son savoir-faire. Aujourd'hui, vous êtes combien à proposer ces couteaux ? Aujourd'hui, en France et en Europe, je suis tout seul à refabriquer ces couteaux de cuisine. Pourquoi on les a autant oubliés ? Moi, c'est ça que j'ai du mal à... Alors, il y a plusieurs paramètres. Déjà, le premier, c'est qu'ils sont difficiles à fabriquer. À l'échelle industrielle, ils sont pratiquement impossibles à faire aussi bien qu'à l'époque. Il ne faut pas oublier que c'était une époque, quand on fabriquait ça, où tout était fait manuellement, même en industrie. Aujourd'hui, on a beaucoup remplacé le savoir-faire manuel par des machines, et les machines ne peuvent pas reproduire la précision de la main humaine, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. La main humaine a une précision énorme, l'œil humain est très précis aussi. Et souvent des clients qui me disent « Ah oui, mais tu n'utilises pas de pied à coulisse, etc. » Non, une lame, j'arrive à voir si elle est droite en la regardant dans ce sens-là. Moi. Parce que simplement, en fait, le reflet du polissage me dit si elle est droite ou pas. Il n'y a aucune machine qui, en regardant une lame, verra si elle est droite. Voilà, donc c'est des couteaux complexes à fabriquer, qui ont en plus un niveau d'exigence chez les utilisateurs qui est élevé.
Donc en fait, c'est plus simple de les fabriquer avec des formes similaires, mais des caractéristiques de coupe qui sont inférieures, et puis de baisser les coûts, et puis voilà, quoi. Après, on rentre dans le truc classique qu'on voit partout, où on baisse la qualité, on baisse le prix, et puis tout est réglé, quoi. Tes couteaux aujourd'hui, ils sont destinés à qui? Ils vont où? Ils servent... Alors la gamme que je te montre là, les couteaux de cuisine chef français de la gamme professionnelle que je fabrique, c'est des couteaux qui sont vendus un peu à tout le monde. J'en vends pas mal à des chefs étoilés ou non. J'en vends beaucoup à des passionnés de cuisine, j'en vends à des collectionneurs, mais principalement c'est quand même des gens qui cuisinent, professionnels ou particuliers, et qui ont besoin d'un couteau vraiment très efficace et un couteau qui est avant tout adapté à la façon de cuisiner française. Ça veut dire un couteau comme ça remplace 4 couteaux dans une cuisine, quoi. Bah, ce couteau-là, couplé à un couteau d'office, donc qui sera beaucoup plus petit, peut quasiment tout faire. Oui, déjà, à eux deux, ils vont faire 99% d'utilisation courante. Au niveau de la forge, donc on commence par chauffer le métal dans la forge à charbon ou dans la forge à gaz, ou les deux conjointement, ça dépend un peu de ce qu'on veut. Dans tous les cas, on le chauffe. Et on va par martelage déformer cette barre pour lui donner une forme de lame et une forme de soie. Donc la soie, c'est la partie qui va rentrer dans le manche. Et la lame, elle aura sa forme définitive, à savoir une forme triangulaire, avec un dos qui va être plus épais ici, fin là et le plus fin possible à la forge ici, et un tranchant qui sera déjà affiné aussi. Alors quand on forge, on a différentes températures à respecter, mais déjà il ne faut pas brûler l'acier. Si on va trop en température, on le brûle. Si on est trop froid, on le déforme mal et on peut le casser aussi. Ça, c'est tout à l'œil, du coup? Tout ça, ça se fait à l'œil. On lit la couleur de l'acier et ça nous donne la température. D'accord. Voilà. Donc on va chercher à marteler entre 900, 800 et 1000 degrés. Au-dessus, c'est trop chaud. En dessous, c'est limite. L'acier n'aime pas ça. Donc après, une fois qu'on l'a étiré vraiment en finesse, lame et tranchant, bah voilà, on le met au recuit. Mais le principe de la forge, c'est d'arriver à partir d'une barre brute à une lame qui a déjà les bonnes épaisseurs et la bonne forme. Voilà, par martelage, donc c'est comme de la pâte à modeler. En le martelant, on déplace la matière, on n'en enlève pas, on la déplace. Et l'acier étant chaud, il est plus malléable, donc on peut le déformer par martelage. Donc le piège, quand on forge, surtout des lames qui sont compliquées comme ça parce qu'elles sont longues et minces, c'est de soit forger trop épais, soit forger trop fin. Si on forge trop fin, on n'aura pas assez de matière pour finir le couteau. Si on forge trop épais, on aura trop de matière à enlever. Et ce sera difficile, voire même des fois ça peut nuire aussi à la qualité de coupe du couteau. Donc du coup, on essaie d'avoir une épaisseur la plus proche possible de la lame terminée, par martelage. Donc c'est assez difficile de se rendre compte que faut imaginer que voilà, sur une barre qui fait 3 mm d'épaisseur et qui est chauffée à 1000 degrés, un coup de marteau va la déformer de quasiment moitié. On va passer de 3 mm à 1,5 mm d'épaisseur, surtout avec le marteau pilon. Donc le moindre coup de marteau en trop, voilà, c'est ça peut être catastrophique pour la pièce, quoi. C'est de trop. Voilà, c'est ça. Comment on devient coutelier? Bah, je sais pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. T'as fait quoi, toi? Bah, je vais te dire ce qu'on faisait avant. Avant, on était fils de coutelier, on devenait coutelier. Ou alors, on faisait un apprentissage en coutellerie, on devenait coutelier. Aujourd'hui, il devient coutelier qui veut. À partir du moment où il est capable de plus ou moins fabriquer un couteau. Mais il n'y a plus vraiment... Alors, il y a une formation diplômante à tiers, un CAP de coutellerie, qui, moi, ne me convenait pas parce qu'elle n'amenait pas du tout à maîtriser ces savoir-faire-là. Après, il y a des formations privées, des écoles privées qui proposent des formations aussi. Mais il n'y a plus vraiment le savoir-faire qui est transmis d'un patron à un employé ou d'un patron à un stagiaire ou d'un patron à un apprenti. Ça n'existe plus parce que... Enfin, ça existe encore à tiers sur des lames de couteaux pliants. Mais en tout cas, dans la coutellerie que je pratique moi, comme elle n'existe plus à l'état de fabrication, ça a été compliqué. Donc moi, je suis parti d'une idée que les couteaux, j'aimais bien. Il fallait que j'essaye d'en faire un parce que je trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. Je trouvais pas de lame qui coupait assez, ça me plaisait pas. Et donc du coup, voilà, par la force des choses, j'ai commencé à en bricoler. Mais c'est pas là que je suis devenu coutelier. Là, c'était un loisir créatif, quoi. Et après, tout doucement, je me suis rendu compte du métier qu'il y avait derrière, à quel point il avait été oublié, en tout cas pour le type de couteau que je voulais faire. Et du coup, je m'y suis mis, quoi. Mais ça a été beaucoup plus compliqué que si j'avais eu quelqu'un qui aurait pu me montrer de A à Z comment on fabrique ces couteaux-là avec un apprentissage ou autre, quoi. Donc toi, t'as pas de diplôme en coutellerie? Non, aucun. D'accord. Et puis, de toute façon, il n'y en a aucun qui me permettrait de m'apprendre... Enfin, il n'y a aucun diplôme qui me mènerait à maîtriser ce que je fais aujourd'hui. T'as quoi, toi, comme formation? J'ai un bac littéraire, un BTS en gestion forestière, voilà. Rien à voir. Rien à voir avec les couteaux. Et comment c'est venu? Juste l'envie de fabriquer? Ouais, vraiment, cette envie-là. Et puis mon grand-père était boucher, il avait toujours des couteaux dans les mains. J'avais mon autre grand-père qui faisait pas mal de menuiserie, donc des ciseaux à bois qui coupaient tout le temps. Et je me disais quand même, c'est sympa les trucs qui coupent, quoi. Et puis voilà, après la chasse aussi qui m'a amené un peu à avoir envie de cuisiner
et de découper les animaux que je chassais. La cuisine que j'aime bien aussi, voilà, avoir des couteaux qui coupent, en fait ça devient vite addictif une fois qu'on y a goûté. Donc on a envie de les améliorer, etc. Et c'est un peu parti comme ça, ouais. Cette fascination un peu pour le tranchant très efficace qu'on retrouve beaucoup sur les couteaux anciens. Donc là on a le manche brut, Ouais. on va aligner le bois dans l'axe de la virole, D'accord. par ponçage. Voilà, là on a un manche qui est prêt à être percé. Aujourd'hui, on a l'impression, on nous parle énormément de couteaux japonais, comme s'il y avait que ça qui coupait. On se rend compte que c'est peut-être un savoir-faire que nous on a oublié, mais finalement on avait ça. Tu penses quoi de tout ça? Moi je pense qu'en France on avait la coutellerie, enfin il y a encore une centaine d'années on avait une coutellerie assez extraordinaire. Il suffit pour ceux qui ont des doutes de lire L'Art du coutelier qui a été écrit par Jean-Jacques Perret même en 1770, donc c'est il y a encore plus longtemps. On avait une coutellerie qu'on n'arriverait même plus à refaire aujourd'hui. Et que du coup c'est dommage de l'oublier et que c'est bien d'essayer de la remettre au goût du jour parce qu'elle a encore toute sa place. Et en particulier les couteaux de cuisine français sont complètement adaptés à la façon de cuisiner européenne. Ouais, en fait, c'est un couteau qui est adapté à notre façon de cuisiner. Bah oui, il a été fait pour les cuisiniers français et européens en général. Donc là on va faire l'écrouissage à froid. Donc le but ça va être de marteler le métal de chaque côté de la lame pour resserrer la fibre interne à l'acier. Et aussi pour pouvoir améliorer l'état de surface et avoir un état de surface bien lisse et bien propre. En fait, toute la calamine qui était dans le feu va partir, l'oxydation de surface liée à la forge va partir, et on aura un état de surface très lisse et très propre avant la trempe. Donc d'abord, je vais le mettre droit, enfin le plus droit possible, et ensuite je vais le poinçonner, puis vraiment rectifier la rectitude parfaitement. La première étape, on le met bien droit. Ouais. Oui, ça t'ennuie pas. Hop. On appuie pas mal sur les poinçons pour faire en sorte qu'une fois que la lame va être complètement meulée et polie, après la trempe, le poinçon ne soit pas effacé par le meulage de la meule à eau. Pourquoi l'hirondelle? C'est un oiseau aérodynamique, il fend l'air, donc du coup les couteaux ils doivent couper. Et je me suis toujours imaginé qu'une hirondelle qui volait, ça avait une forme vraiment très optimisée pour couper l'espace autour d'elle. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans cet oiseau, et donc c'est ce que je voulais mettre sur mes couteaux. Tu sais qu'il y a énormément de symbolique autour de l'hirondelle. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un oiseau très courageux, migrateur, qui fait des millions de kilomètres. Ouais, c'est pas mal là. Donc là on a fini la forge à froid, on a dressé la lame et on l'a poinçonnée. Et donc en dernière étape, on vient détourer légèrement la soie et la recouper à la bonne longueur, avant de la monter dans le manche. Est-ce que tu peux me parler du matériel que tu utilises? Parce que tu m'as dit que c'était que du matériel ancien. Tout à fait. En fait, hormis la forge à gaz, là, qui est assez récente, que j'ai acheté neuve, mais sinon tout le reste, c'est du matériel qui est en moyenne qui a plus de 50 ans. Le martinet qui est là, tu vois, celui-ci là, il doit dater des années 1880. Donc c'est un martinet qui était chez les chevaliers d'Auvergne, qui servait à étirer les soies des sabres qui étaient forgés pour la guerre napoléonienne. Le martinet qui est au fond, c'est pareil, il est assez ancien, un peu plus récent, années 30, 40, 50, je sais pas exactement. Et en fait, j'ai acheté ce matériel-là parce que simplement, c'était assez concret. Si tu veux fabriquer des couteaux de cuisine des années 20, il faut du matériel similaire à ceux que les mecs utilisaient à l'époque. C'est celui qui va le mieux, c'est celui qui est le plus efficace, celui qui est le moins coûteux, celui qui est le plus robuste. Et en plus de ça, c'est quand même celui qui est le plus confortable aussi pour le coutelier à utiliser, parce qu'à l'époque, les gars fabriquaient énormément de couteaux. Il faut imaginer qu'on n'était pas du tout sur une ère industrielle où on avait une mondialisation énorme qui nous permettait d'importer beaucoup de matériel de coutellerie. Donc du coup, les couteliers français fabriquaient des couteaux pour les gens qui habitaient en France et dans les pays autour d'eux. Donc il fallait pouvoir produire vite et bien des couteaux qui coupaient à des prix raisonnables. Et le matériel qui était fait à cette époque-là était à 100% en adéquation avec ce besoin-là. C'est plus le cas aujourd'hui. Si tu prends du matériel industriel, tu peux pas répondre à un besoin qui est celui de fabriquer un couteau de cuisine traditionnel. Donc à ce stade, on a prémonté le manche sur la lame. Donc on sait que tout est bon. La soie est ajustée et le manche est ajusté. Du coup, on va démonter et on va passer à la trempe, au revenu, donc les traitements thermiques pour durcir et donner après sa capacité de dureté à l'acier. Et puis après, ce sera affûtage et polissage sur la meule à eau. Four est en route. Donc on va tremper l'acier à une température entre 800 et 820 degrés. Donc en le trempant, en sortie de trempe, il va être très dur. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est que la trempe exactement? Et bien, la trempe, c'est le fait de chauffer l'acier à une température donnée, le refroidir brutalement pour lui donner la dureté maximum qu'il est capable d'atteindre. Donc en sortie d'une trempe, une lame de couteau, elle est cassante comme du verre. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir la dureté maximum. Et pour après, redescendre cette dureté à la dureté dont on a besoin pour une lame de couteau.
avec la deuxième opération de traitement thermique qui s'appelle le revenu. Là, on va mettre toute la lame, la soie. Comment tu procèdes, toi? L'ensemble rentre dans le four et par contre on ne trempe que la lame. Pourquoi? Dans l'huile. Parce que si on trempait la soie, elle serait trop fragile après, elle pourrait vraiment casser pour le coup et faire des manches qui se retrouvent tout seuls d'un côté et la lame toute seule de l'autre. Et ça, c'est pas une bonne idée, donc on ne trempe jamais normalement les soies, on ne trempe que les lames. Si on ne trempait pas l'acier, on aurait une lame qui couperait très peu longtemps, même faite dans des aciers de très bonne qualité. Si on la trempait pas, elle couperait quelques minutes avant de s'émousser sur le premier morceau de bois ou autre, le tranchant tiendrait pas. Au niveau tranchant, la trempe, elle apporte une finesse interne à la structure de l'acier qui est en théorie la finesse maximum qu'on peut avoir, la finesse de structure, donc on aura une structure interne à l'acier qui sera très fine, et donc du coup on pourra avoir le tranchant qui sera le plus fin possible et donc qui coupera le plus longtemps possible. C'est parti, 34 degrés d'huile, 820 degrés pour l'oxydation. Donc là, on a combien de temps de trempe? Bah là, il faut juste que le four en fait redescende en température parce que la lame qui arrive dedans elle est un peu froide, donc du coup ça le ralentit, après il va remonter, la lame va remonter avec lui. On stabilise 1 ou 2, 3, 4 minutes, et puis après, dès que c'est chaud et que c'est bien homogène partout, on trempe dans l'huile. Oui, c'est hyper rapide. Ça va vite, hein. Alors ça ira encore plus vite à la forge, mais j'ai arrêté de tremper à la forge depuis quelques temps parce que sur des grandes lames de couteau de cuisine comme ça, j'ai une chaleur beaucoup plus facilement homogène sur toute la lame avec le four. Et d'ailleurs, ça doit être le seul truc vraiment moderne et récent dans les fabrications que j'ai à l'atelier, quoi. Tout le reste, c'est du matériel beaucoup plus ancien et beaucoup plus simple, mais ça, j'avoue, je trouve ça pratique. T'as le droit. J'ai le droit, oui. Non mais des fois je me le reproche, je me dis c'est pas assez tradit, mais non, c'est quand même bien, franchement c'est efficace. Et puis quand on fait des petites séries, parce que là j'en fais qu'un, mais en général quand on en fait 5 ou 6 à la fois, c'est pratique de voir le four qui va tous les chauffer en même temps. Combien de temps pour fabriquer un couteau? Un couteau chef comme ça? Faut compter une bonne journée de boulot. Parfois 2 si ça se passe mal. Ça se passe jamais mal. Ah si, des fois ça veut pas. Hein. Ça veut dire quoi ça se passe mal? Des fois ça se passe mal, la lame qui se tord à la trempe ou qui veut pas revenir ou... Il y a 1000 façons possibles pour que ça se passe pas bien. Après, c'est jamais exactement la même. Des fois, c'est à la toute fin. Il y a un problème de soie qui se mate pas bien ou qui s'est trempé. Il peut y avoir plein de petits trucs qui font capoter l'histoire, mais la plupart du temps, on commence à savoir où sont les pièges et comment les éviter. Après mon BTS, en fait, je me suis réorienté tout de suite vers la coutellerie parce que c'est ce qui m'intéressait depuis longtemps. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, coutellerie, c'est bien, mais quel type de coutellerie? Et puis, assez vite, en fait, j'ai trouvé un couteau de cuisine assez ancien qui traînait dans la cuisine du grand-père de ma femme. Et je me suis dit, non, mais il faut que j'arrive à refaire ces trucs-là parce que c'est exceptionnel. C'est plus du tout fabriqué. Et quand c'était fabriqué, tout le monde en avait et tout le monde était content. Ça s'est arrêté parce que l'industrie, en fait, les a pas arrêtés du jour au lendemain. Progressivement, ils sont allés vers du plus en plus simple. Et donc, du coup, ils ont perdu, pour simplifier le processus de fabrication, on a enlevé des petites étapes de fabrication qui rendent les couteaux moins bons. Ils sont toujours performants, mais ils sont moins performants que ce qu'ils étaient avant. Et moi, je me suis dit, il faut les refaire exactement comme à l'époque, avec, du coup, les mêmes aciers, les mêmes bois, les mêmes manches, le même état d'esprit, et surtout le même matériel dans la mesure du possible au maximum. Et après, ça donne des couteaux qui sont vraiment similaires, quoi. Et qui conviennent toujours aussi bien aux gens d'aujourd'hui. Donc t'as rien inventé? Ah non, j'invente rien. Et j'en suis très fier, je n'invente rien. Je suis un coutelier qui travaille sur les techniques traditionnelles. Et c'est des techniques qui ont toutes, en moyenne, au minimum, plus de 150 ans. Et le reste, ça m'intéresse pas vraiment. Vous êtes combien aujourd'hui à fabriquer ce genre de couteau? Les couteaux de cuisine français, comme ça, je suis tout seul, je crois, à les faire. À les refaire. Alors qu'il y a 100 ans, il y avait peut-être une trentaine d'usines en France qui en faisaient partout. Et beaucoup de couteliers indépendants aussi au départ. À Paris, ou à Nogent, ou à Châtellerault, ou à Langres, partout. Ouais, maintenant c'est fini. Enfin, c'est pas fini parce que je recommence, mais c'était mal parti, quoi. Hop, on essuie. Bien. On redresse gentiment. On a toujours un petit temps avant que, avec les trempes à l'huile, pas avec les trempes à l'eau, mais avec une trempe à l'huile, on a toujours un petit temps de rattrapage éventuel. Mais celui-ci, ça doit être, parce que t'es là, il est pas mal. Et après, je le fiche complètement en le remettant dans l'huile pour qu'il bouge plus du tout. Enfin, il va continuer à bouger, mais très légèrement. Tu utilises quoi comme type d'huile? Là, c'est vraiment une huile de trempe spécifique pour la trempe des outils coupants.
Donc c'est une huile de trempe industrielle. Après, classiquement, les anciens ils utilisaient beaucoup l'eau et l'huile végétale. Honnêtement, ça marche très bien aussi. L'eau, c'est assez violent parce que le refroidissement est extrêmement rapide. Alors on peut chauffer l'eau, mais ça reste quand même toujours plus violent que l'huile. Les huiles végétales, c'est assez lent, ça refroidit pas très vite, du coup on fiche pas très bien. Et les huiles de trempe modernes, celles-ci, elles ont l'intérêt vraiment, ça c'est un peu comme le four de trempe, ça apporte un petit plus. Après, les anciens, il y a plein de combines. On peut justement chauffer l'eau, on obtient l'équivalent de quelque chose qui serait une huile de trempe accélérée, par exemple. Mais globalement, moi, j'aime bien les huiles de trempe industrielles pour ça, parce qu'elles ont aussi une certaine stabilité dans le temps et elles bougent très peu. Et puis voilà, honnêtement, je suis pas figé. Des fois, je change, je fais en permanence des petits essais sur les traitements thermiques pour voir un peu ce qui fonctionne en fonction de comment je forge, quel acier j'utilise. J'ai plusieurs huiles différentes, j'ai des huiles végétales, des huiles de trempe, de l'eau. Et j'essaie d'adapter le traitement thermique au maximum par rapport à ce que je veux sur le couteau, une fois le couteau fini, ce que je veux en termes de dureté, en termes de souplesse. Et donc ça ne me gêne pas de changer d'un type de couteau à un autre, le type d'huile par exemple, ou la température de trempe. Voilà, parce que en fait, la trempe c'est très important, mais c'est pas systématiquement la même chose. Si on trempe par exemple un outil qui va servir à couper, je sais pas moi, un rasoir coupe-chou, même si c'est le même acier, on n'est pas obligé d'utiliser de l'huile, on peut utiliser de l'eau par exemple pour avoir une coupe très fine. A l'inverse, si on trempe une hache, c'est très rare de tremper à l'eau, parce qu'on a besoin d'un tranchant qui soit assez résistant et du coup on ne cherche pas à avoir la dureté maximum. Voilà, donc on va varier beaucoup là-dessus, en coutellerie ça change pas mal. Après l'huile en général ça fonctionne très bien. Voilà, et c'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser aussi, parce que c'est là qu'on n'a pas trop de déformation. Avec l'eau des fois ça casse. En quoi les couteaux forgés fonctionnent mieux que des couteaux qui seraient découpés, on va dire? Quand tu forges, tu martèles le métal, donc tu le densifies, entre guillemets, tu resserres sa fibre, tu respectes son fibrage, et donc du coup tu vas lui donner des caractéristiques mécaniques qui vont être supérieures à un métal qui a été découpé, qui a été taillé dans la masse, donc la fibre elle-même était découpée. En plus de ça, le martelage et le forgeage du coup déplacent la matière, et donc on n'a pas besoin de découper la matière. Donc on ne gaspille pas de matière. Toute matière découpée est une matière gaspillée. Ça part en poussière. Une barre d'acier ronde est amenée à une forme de couteau, il n'y a quasiment pas de matière jetée. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus économique, j'allais même dire écologique, même s'il faut chauffer le métal, mais bon après on rentre dans un autre débat, mais en tout cas c'est vraiment intéressant d'imaginer qu'une barre ronde va être transformée en couteau, alors que si on devait découper ce couteau dans une barre plate, eh ben on virerait énormément de métal pour pas grand chose, quoi. Bon là je vais la chauffer vite fait là, je la redresse, et après je fais le revenu. Fini la trempe, on a fait le revenu, donc la trempe comme je l'ai expliqué sert à augmenter au maximum la dureté de l'acier. Une fois que la trempe est donnée, on va ensuite abaisser cette dureté avec le revenu, parce que sinon la lame serait trop dure et trop fragile. Et donc en réchauffant la lame, en fait on diminue sa dureté pour lui apporter la solidité, la flexibilité, et tous les paramètres qui vont faire que le couteau va être fiable et va pas être cassant. Et ça, par exemple, tu voulais pas forcément qu'on le voit trop? Non, parce que chacun a sa petite combine et voilà, je donne pas trop de détails. Voilà, on sait qu'on fait un revenu en coutellerie, mais après, chacun a une façon de le faire. Il y a 10 000 façons de faire différentes, chaque coutelier a ses petites habitudes et on n'a pas forcément toujours envie de tout montrer. C'est tout plein de petits secrets? Ouais, il y a des petits secrets, voilà, c'est ça. Plan thermique effectué, trempe revenu. Du coup, on attaque l'étape cruciale en coutellerie, c'est la mise en forme du tranchant sur la meule à eau pour pas échauffer la lame. Donc on a mis la lame dans un bâton qui va permettre d'avoir plus de force. Et je vais donner le tranchant depuis le dos jusqu'à la coupe ici, jusqu'au fil, en respectant une forme qui va être différente en fonction des différentes parties de la lame. Des particularités de mon travail, c'est que je ne travaille pas les lames à l'aide de bandes abrasives, en tout cas pas du tout pour le tranchant. Je donne la coupe entièrement sur cette meule à eau. Donc celle-ci c'est un petit modèle, hein, mais c'est un modèle qui quand même est largement suffisant pour ce que je fais moi. Ça a plusieurs intérêts. Déjà, premièrement, quand on a des tranchants qui varient, comme j'expliquais tout à l'heure sur les couteaux chefs, à savoir le début de la lame qui est épais, le milieu qui est assez fin et la fin qui est très fine, ça permet de pouvoir jouer très finement sur les épaisseurs qu'on laisse à l'affûtage, puisque la meule étant dure et étant bombée, elle permet d'enlever de la matière exactement où on veut. Si on travaillait sur une bande, on aurait peut-être, ce serait plus difficile de faire ça, surtout à cause du fait que ce soit bombé. Et en plus de ça, la meule à eau est donc lubrifiée par de l'eau qui défile sur la meule quand elle tourne et permet de n'avoir aucun échauffement. En l'occurrence, l'acier, une fois trempé, n'aime pas du tout être échauffé parce qu'on détruit le traitement thermique, donc on va détruire la dureté qu'on lui a donnée. Et là, on a la garantie avec cet outil qui est millénaire, d'avoir un tranchant qui reste parfaitement protégé de l'échauffement dû au frottement des abrasifs.
Aujourd'hui, c'est pas juste une passion, c'est ton boulot. Moi, je fais ça depuis 10 ans à temps plein. Je fais vivre ma famille avec ce métier et je ferai pas autre chose de toute façon. C'est pas possible? Non, je sais rien faire d'autre. J'ai orienté toute ma vie par rapport à ça. Je passe des heures ici, j'ai passé des heures à apprendre, des heures à réfléchir. C'est devenu un objectif primaire pour moi de refabriquer ces couteaux. Aujourd'hui, je suis enfin en train d'y arriver un peu. Je dis pas que je suis aussi bon que les mecs de l'époque, j'en suis loin, mais je commence à avoir trouvé un semblant de ressemblance quand même. Et voilà, et je ferai rien d'autre. T'as même réinventé des machines? Bah, j'essaie de faire en sorte de remettre en place des machines qui existaient et que je peux trouver d'occasion, ou d'en refabriquer qui n'existent plus aujourd'hui. Ou d'adapter certaines choses. Ah bah après, il n'y a aucune limite. Hein. À partir du moment... Voilà, il y a toujours des combines dans tous les métiers de coutelier. Enfin, chez tous les couteliers, tu as toujours des astuces que les mecs te montreront jamais. Voilà. Et ça a toujours été ? Dans l'artisanat en général, c'est comme ça. Mais en coutellerie, c'est particulièrement comme ça. J'ai des anecdotes de gars à Nogent qui foutaient un torchon sur leur étau quand les mômes passaient dans la rue parce qu'ils voulaient pas qu'on voit comment ils étaient en train de limer leurs pliants ou je sais pas quoi. Donc c'est comme ça. Et on dit pas tout. Et toi, t'as tes petites combines que tu Ouais, après, moi, c'est des combines bidons. Hein, je veux dire, par rapport à certains, j'ai pas de combines extraordinaires, mais j'ai des combines qui me permettent de gagner du temps, d'être efficace, d'avoir des lames qui coupent bien. Et voilà. Et puis c'est un plaisir d'avoir trouvé... Et puis c'est toujours sympa de bidouiller, de trouver une petite astuce en plus qui va te faire gagner du temps, être plus précis, être plus efficace. Donc là, j'allume la meule. Et on va procéder à l'émouture. Contrôler la résistance du tranchant sur cette zone-là, zone qui doit donc être capable de casser ou de couper un os de volaille. Systématiquement, après l'affûtage sur la pierre, avant de commercialiser le couteau, je fais un essai sur un morceau de bois de serre, donc autant dire que c'est largement plus dur qu'un os de poulet, quoi, et je contrôle en faisant quelques coups pour vérifier que le tranchant ne s'ébrèche pas. Donc on va le faire, alors je traverse pas forcément à chaque fois, mais au moins je regarde si la lame résiste. Donc une fois qu'on a fait ça, on regarde, et le tranchant ne doit pas être ébréché. Voilà, il n'y a pas de dents, ça continue à couper correctement. Donc on a un couteau qui est capable, avec un peu de modération quand même, faut pas y aller comme si c'était une feuille, mais on peut, si besoin, sur une volaille, un poulet, un canard, etc., mettre un petit coup sec sur la planche. Il doit pouvoir se déformer suffisamment loin sans pour autant se casser ou rester tordu. Donc il se plie et revient en place. Et sur la première partie, il doit pouvoir être capable, comme je disais, de casser des trucs un peu durs si besoin est. Après avoir coupé le bois de serre, sans réaffûtage, on contrôle le tranchant sur un petit bout de papier et on constate que le fil n'est pas endommagé du tout, il n'est même pas désaffûté. Ça coupe encore parfaitement. Donc c'est que le tranchant est suffisamment résistant et que le traitement thermique, la dureté de la lame, l'ensemble du couteau est bien pensé pour résister. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est quoi, Félix ? Ça, c'est un truc pour polir. Voilà, donc c'est un feutre émrisé. Donc c'est assez particulier. On voit plus beaucoup ça aujourd'hui, mais moi j'adore cette technique-là. C'est une technique de polissage. Quand on a affûté la lame, enfin quand on a meulé la lame sur la meule à eau, qu'on a fait l'émouture, donc la mise en forme du tranchant, on a fait des grosses rayures, puisque la meule a un gros grain abrasif, donc elle fait des rayures profondes dans l'acier. Ça, c'est un disque qui est en bois, en feutre, et sur lequel on a appliqué de l'émeri, donc du grain abrasif avec de la colle, à sa périphérie. Donc on se fait ça nous-mêmes, hein. On se fabrique le collage, on se mélange notre colle avec notre émeri et on l'applique sur la périphérie du disque. Et comme ça, on peut nous-mêmes adapter nos moyens de polissage en fonction du type de meule qu'on a avant qui a donné la coupe. Donc c'est très très classique à la coutellerie traditionnelle, c'est très efficace, c'est relativement peu coûteux en plus, et ça donne des résultats qu'on aurait difficilement avec des bandes abrasives, puisqu'on peut varier la densité des feutres, la densité des disques en termes de souplesse à la pression, on peut varier les diamètres, on peut travailler sur des feutres ou des disques qui font, 3 cm de diamètre pour les rasoirs par exemple, tout comme travailler sur des feutres ou des disques qui font, 1 mètre de diamètre pour les grandes lames de couteau ou les grands outils de taillanderie, quoi. Donc il n'y a aucune limite. Et en plus, ils sont tous munis d'une douille qui permet de les monter sur les arbres et donc de les interchanger. Donc en permanence, on peut monter, démonter en fonction de ce qu'on veut. On part d'un barreau brut. Donc en l'occurrence, ça c'est une barre ronde de 25 mm de diamètre. Quel type d'acier ?
Alors c'est un acier chargé en carbone, en l'occurrence celui-ci c'est un acier 115 CV3. On peut le faire aussi en XC75 ou XC100. Globalement, on va être sur des aciers qui sont des aciers non alliés ou faiblement alliés, avec lesquels on a des taux de carbone qui sont entre 0,6 et 1%. Est-ce que ce sont du coup les mêmes aciers qu'à l'époque ou... Tout à fait, D'accord. complètement. Je ne change pas la recette qui marche. J'utilise pas d'acier inoxydable pour faire ces couteaux-là. Ah oui, donc tu as vraiment repris la même chose. J'ai tout repris pareil. Je vais pas chercher plus loin. Alors moi j'avais quand même une question parce que ça reste un éternel problème, je pense, pour beaucoup. Comment on aiguise correctement un couteau? La question. Bah, c'est assez simple en fait si le couteau est bien fabriqué. S'il l'est pas, malheureusement, à part un grand coup de meule à eau pour l'affiner, il n'y aura pas beaucoup de solutions possibles. Mais si on est équipé de ce modeste outil qui s'appelle simplement un fusil d'affûtage, que tout le monde plus ou moins connaît ou a déjà vu, on doit pouvoir entretenir de façon assez durable un couteau chez soi pour lui redonner la coupe. Il faut quoi comme fusil? Il faut... Bon, ça c'est un fusil très simple en acier, qui est assez ancien d'ailleurs, mais on fabrique aujourd'hui des fusils de plusieurs marques. L'idéal c'est un fusil en acier avec un taillage, donc des stries qui sont fines, un taillage fin. Voilà. Si on a ça, et qu'on a un couteau qui est bien fait, avec un tranchant qui n'est pas trop épais, qui n'est pas trop grossier, et un acier qui n'est pas trop dur ou pas trop mou, enfin une bonne lame, on a en quelques secondes un couteau qui coupe, simplement en faisant comme suit. Donc on sent que le couteau mord moins que d'habitude, et on va simplement poser le couteau sur le fusil, en mettant un angle relativement important de sorte que le tranchant touche le fusil, soit au contact du fusil. Et ensuite, on va venir faire comme si on voulait couper une tranche dans le fusil. Alors on peut le faire comme ça si on est habitué, au-dessus, en dessous. Ou alors si on démarre, on fait comme ça, et après on repart de l'autre côté, c'est plus facile de sentir à peu près l'angle. Et contrairement à ce qu'on pense, on ne peut pas abîmer un couteau avec un fusil. Un fusil en acier, frotté sur un couteau en acier, au pire du pire, on va éventuellement rien faire de bien, mais on va pas l'abîmer. Il suffira juste de remettre un bon coup de fusil après correctement, c'est-à-dire en général, le pire qu'on puisse faire, c'est ça. Évidemment, mais là, il faut quand même pas être doué. Mais dès lors qu'on le pose convenablement avec un angle relativement important pour que le tranchant puisse toucher le fusil, et qu'on fait des passes comme ça, on va très vite retrouver une coupe suffisante. Le jour où le fusil ne marche plus, parce que le tranchant c'est trop épaissi, c'est trop abîmé, on doit passer sur une pierre, et là on va faire exactement ce qu'on fait avec le fusil sur une pierre. Voilà. On va commencer avec un angle assez important, on s'assure que le couteau et que le tranchant du couteau soit bien au contact de la pierre, et on va faire des passes sur la pierre successivement. Et après, quand tout ça, ça marche plus, c'est pas la peine de s'énerver et de trouver d'autres solutions, d'acheter des trucs bizarres qui font des angles sur les couteaux, de gratter sur des meules, etc. Si le coutelier est sérieux, il est en mesure de faire ce qu'on appelle le repassage. Donc le repassage, c'est la reprise du tranchant à la meule à eau pour réaffiner le couteau, et donc lui redonner à la fois la coupe, mais aussi, comme on l'a réaffiné, sa capacité à être facile à aiguiser, puisqu'il n'y a plus beaucoup de matière à enlever pour le faire couper. Bon Pierre, un grand merci. Merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir fait découvrir ton atelier. Merci d'avoir forgé un couteau ensemble, c'était vachement sympa. Moi je vais repartir avec ce grand couteau chef français. En tout cas, je crois aussi que tu fais des couteaux de chasse. C'est pas je crois, c'est je sais que tu fais aussi des couteaux de chasse. Ce sera peut-être l'occasion de revenir. En tout cas, merci pour aujourd'hui, c'était super sympa. Merci à toi et à bientôt. Non, tu me fais ça mieux. Bah, merci à toi d'être venu, c'était toujours un plaisir. Et puis n'hésite pas à repasser par là. En effet, les couteaux de chasse, il y a de quoi dire aussi. Et puis voilà, à bientôt. Salut. Salut. Pour te prouver que j'ai rien inventé, catalogue des usines de la forge du Bas, année 1900. Toute la gamme des couteaux de cuisine chef français. À savoir donc le chef. Ah oui, t'as reproduit tous les couteaux. Bah ouais. Le chef, les minceurs, le filet de sol, excessivement flexible pour lever les filets de poisson, le trancheur, Qui sert à quoi? pour la viande principalement, et l'office pour éplucher et faire toutes les petites tâches. Donc tu as reproduit exactement tous les mêmes couteaux Ouais, que tu proposes aujourd'hui à tout le monde et surtout aux chefs de cuisine. bien sûr, mais ça fonctionne dans toutes les mains dès lors qu'on a envie de faire les choses bien en cuisine, c'est des couteaux efficaces.